Tour de France 1951. Tour de France conçu suivant des formules nouvelles. Cette année, c'est de Metz que 128 coureurs, répartis en 12 équipes, prendront le départ. L'équipe suisse. Et Hugo Koblet, le grand favori du Tour. Les célèbres champions italiens, Coppi, affecté par la mort accidentelle de son frère, Magny et Bartali. Équipe de France. Le courageux Geminiani. Et le populaire Louison Bobet, champion de France. Mais une voiture radio quitte l'esplanade. Le 38e Tour de France va débuter. Les coureurs auront à parcourir plus de 4500 km, répartis en 24 étapes. Innovation. La longueur moyenne des étapes a été réduite afin d'insuffler un rythme plus rapide à la course et de stimuler l'esprit d'offensive des coureurs. De Metz, les concurrents vont gagner Paris par Reims, Gand et le Tréport. Quatre étapes qui n'apporteront aucun résultat décisif au classement général, mais constitueront un lever de rideau attrayant et sportif. Dès le premier jour, le grand champion suisse Koblet avait manifesté son aisance et son humeur belliqueuse. Les grands n'ayant pas imité sa tactique audacieuse, tous les seigneurs roulent à présent dans le peloton. Réserve non observée par de jeunes hommes ardents tels le belge Germain Derick, le malchanceux, tombé au ravitaillement de Mons. Cependant, dès la deuxième étape, le mur de Grammont, une bosse située en Belgique, à 90 km du but, a permis aux seigneurs du Tour de démontrer leur puissance. Les grands ont secoué le gros du peloton et rattrapé tous les échappés. À l'exception du luxembourgeois Diedrich. Vainqueur à Gand, il endossera le maillot jaune. Quand le Tréport-sur-Mer a été sans histoire. Et Diedrich a conservé le maillot jaune. Au début de la quatrième étape, la course d'attente cesse brusquement. Les trois grands, Coppi, Koblet et Bobet, s'échappent en compagnie de Marinelli et Barbotin. À Paris, le classement général sera-t-il bouleversé?
Non, Magny veillait. Et il mène une contre-offensive vigoureuse en compagnie du ancien Bovin et de quelques autres. À 70 km du départ, la grande attaque est enrayée. Match nul. Les seigneurs du Tour continueront à s'observer. Cependant, le peloton roule vite et l'humeur reste belliqueuse. Le Belge couvreur réussit une échappée avec l'évêque, Forlini et Ciardis. Saint-Germain-en-Laye, la voiture radio transmet les informations de la course. Ciardis est stoppé par suite d'une crevaison. Mais Jean Bidot, directeur technique de l'équipe de France, a lancé 3 tricolores à la poursuite des leaders. Baldassari, Tesser et Apollazarides foncent à travers la forêt de Saint-Germain, annonce la deuxième voiture information. Paris est proche. L'allure est de plus en plus rapide en tête. C'est le Tourangeau, l'évêque, qui, le premier, passe la ligne d'arrivée à Longchamp. Après avoir triomphé d'une coalition des 3 tricolores, victime d'une erreur de tactique d'Apollazarides. L'évêque est le 4e vainqueur d'étape de ce tour. Meunier avait gagné au Tréport la 3e étape. Dietrich, maillot jaune, la 2e à Gand. Et le Suisse Rossi, la 1re à Reims. Le lendemain, partant de l'esplanade des Invalides, Jacques Godet conduit le défilé des concurrents restant en course. L'équipe des tricolores avec Louison Bobet, Barbotin, Baldassari, Muller. Avant le vrai départ, Robic plaisante avec la police de la route. De Paris à Caen. À l'inverse de la précédente étape menée à une allure fulgurante et faite d'une suite d'échappées passionnantes, Paris-Caen n'a réservé qu'une seule surprise. Peu après le départ, l'Italien Biaggioni, numéro 14, et Collinelli, numéro 102, ont réussi une échappée et porté leur avance sur le peloton à près d'un quart d'heure. Côte de Livaro. À 168 km du départ, Biaggioni, qui a lâché Collinelli, poursuit son raid. Malgré le vent devenu défavorable, Biaggioni maintient son effort solitaire, conservant à l'arrivée 9 minutes 59 secondes d'avance sur le peloton. Il endosse le maillot jaune. Récompense éphémère, mais méritée d'une fugue de 200 km. Au cours de la 6e étape, Caen-Rennes, les grands continuent à s'observer mutuellement. Mais quelques coureurs décidés, dont Meunier, Van Est et Bovin, ont profité du marquage des seigneurs pour s'échapper. Et si on regardait un peu ce qui se passe? L'évêque qui endossera le maillot jaune à l'étape et Bovin mène le peloton des échappés. Muller de l'équipe de France gagne le sprint. À l'arrivée, micros en bataille. Première arrivée, Muller se fait interviewer. Mais Robert Lévesque et Gilbert Bovin s'installent en tête du classement général. 7e étape.
Première étape de la vérité, comme l'a défini Jacques Godet. Plus de stratégie savamment élaborée. Sur le trajet La Guerre changée, 85 km, le coureur s'élance seul et ne doit compter que sur ses propres ressources pour tenter de surclasser ses adversaires. Cette année, plus que jamais, cette course contre la montre revêt de l'importance. Les grands champions qui se marquaient si étroitement depuis Metz seront obligés de s'employer à fond. Départ individuel donné de 3 minutes en 3 minutes. L'élégant et nerveux Louison Bobet dissimule son inquiétude. Sévère mais décontracté, Fausto Coppi est maintenant sur la ligne de départ. « 12h51, il démarre en souplesse. Immédiatement derrière lui vient le champion de France, auprès duquel se tient le directeur technique de l'équipe de France, Jean Bidot. Départ 12h54. Confiant dans un appareil respiratoire et un système cardiaque dont on connaît la vitalité étonnante, Fausto Coppi a parcouru les premiers kilomètres sans pousser à fond. En revanche, Bobet, qui utilise un plateau à grand développement, chaque tour de pédale le fait progresser de plus de 7 mètres, a foncé dès le début et pris 10 secondes à Fausto. Fausto Coppi a retrouvé son style élégant, à la fois précis, puissant et coulé. Passage de Coppi qui concédera jusqu'à 30 secondes de retard à Bobet. Mais Fausto a accéléré. À son tour, il reprendra près d'une demi-minute d'avance à Bobet. Sur la fin du parcours, le champion de France fournit un effort plus rapide. Au classement, il précédera Fausto Coppi de 5 secondes. Un Coppi encore handicapé par la hantise de tomber dans les nombreux virages d'Angers. Cependant, Coblet, qui avait pris le départ à 13h18, a engagé la bataille à fond dès les premiers kilomètres. Conséquence, il prend tout de suite 1 minute d'avance à Coppi et à Bobet et il la conservera jusqu'au bout. Passage à Saugré du champion suisse. Suivi de Magny, qui finira 4e au classement de l'étape. Coblet a rejoint le 71, le coureur espagnol Bernardo Ruiz, parti 6 minutes avant lui. C'est en comparant les temps de ce concurrent avec les siens qu'Hugo Coblet découvrira l'erreur de pointage dont il a failli être la victime. Coblet justifiera sa position de favori de l'étape et confirmera sa classe étonnante. Il terminera premier devant Bobet à 59 secondes et devant Coppi à 1 minute 4 secondes. Cette épreuve est probante. Elle a classé les champions suivant leur valeur, mais elle n'a pas encore apporté de bouleversement au classement général. Le Tour de France reste ouvert. Après la course, Coppi apprend qu'il a accompli une très belle performance. Bobet sait qu'il a battu Coppi, mais il attend l'arrivée de Coblet. Coblet optimiste reste coquet. Après la sévère bataille de la veille contre la montre, les 99 rescapés du Tour ont roulé sagement sur le parcours Angers-Limoges et les grands n'ont pas songé à attaquer. Aussi, au kilomètre 143 de cette 8e étape, le Belge Van End en profite pour se sauver, mais il sera rejoint. Quelques-uns de ses compatriotes déclencheront de nouvelles offensives sans conséquence pour le classement général.
Elles permettront aux Belges Russell de l'emporter à Limoges devant le tricolore Lauridi après une échappée de 50 km. Limoges, première journée de repos. Apollodarides a beaucoup d'admirateurs et l'évêque maillot jaune n'en manque pas. Après les chasseurs d'autographes, les chasseurs d'images. Biaggioni est une cible sympathique, mais Magny, légèrement blessé, doit garder le lit. Témoignage de sympathie. Coppi reçoit un vase de porcelaine de Limoges. Tandis que le méticuleux Gino Bartali travaille avec son mécanicien. Vérification du matériel mobile radio, car les speakers, eux aussi, ne chôment pas au cours de cette randonnée. Enfin, c'est dans un petit village comme celui-ci que Bobet a passé sa journée de repos, loin de la foule. 9e étape, Limoges-Clermont-Ferrand. La caravane des voitures radio qui diffusent des informations le long des routes rejoignent les coureurs. Les coureurs qui sont déjà rassemblés pour le départ. Sur les 2 tiers du parcours, la course continue à n'être qu'une longue promenade à travers la Creuse et les abords du Massif central. Mais le grand Gemme, Raphaël Geminiani, 2e leader de l'équipe de France, avait juré d'arriver premier à Clermont-Ferrand, sa ville natale. À 70 km du but, à 20 km du col de la Moreno, Gemme a trouvé dans le jeune azuréen Mirando un bon compagnon de fugue. Geminiani connaît ses routes comme sa poche, il se sent à l'aise, il mène. Les 2 fugitifs prennent 2 minutes d'avance au peloton. Au peloton qui réagit et ne veut pas laisser prendre le large au grand Gemme. Ayant lâché Mirando, le leader conserve pourtant 1 minute 30 secondes d'avance au col de la Moreno. Alerte à Bobet. Le champion de France indisposé souffre. Il suit mal le train, mais le fidèle Barbetin veille. Grâce à son dévouement, Bobet évitera la défaillance grave et réussira à rejoindre le gros du peloton. Dans les pentes du col de Cessa, Geminiani conserve toujours une légère avance. Baldassari a pris du retard. Tandis qu'Hugo Coblet, qui a crevé 2 fois dans les 30 derniers kilomètres, revient très fort et terminera l'étape dans le premier groupe. Mais Gemme s'est tenu parole. Arrivé premier à Clermont-Ferrand, il fait un nouveau bond au classement général où il prend la 3e place. Clermont-Ferrand, Brive. Cette 10e étape a été illustrée par le très bel exploit du routier espagnol Bernardo Ruiz. Jusqu'au kilomètre 46, le peloton était resté compact.
Mais Bernardo Ruiz, qui s'était détaché sur les pentes du col de Diane, passe premier au sommet. Suivi à 30 secondes de Langarica, son compatriote, de Bayens, de Serra, un autre espagnol, et de Bernard Gauthier. Le peloton à 3 minutes. Sur les pentes du col de la Roche-Vendex, Bernardo Ruiz, toujours seul, monte dans un style efficace. Le peloton a toujours 3 minutes de retard. Au sommet de la Roche-Vendex, Ruiz maintient son avance. Le peloton perd du terrain. Ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. L'évêque, maillot jaune en difficulté, est ramené par ses coéquipiers. Tandis qu'en compagnie de Verschuren, Bernard Gauthier et Bayens, Bernardo Ruiz, qui a conservé la maîtrise de la course, gravit les pentes du Puy de Bord, le dernier col auvergnat important de la journée. Bien que menant depuis 140 km, Ruiz a encore suffisamment de ressources pour passer le premier à Tulle. Plus que 25 km pour atteindre Brive. L'Espagnol ne faiblit pas. Une ultime attaque de Verschuren, Gauthier et Bayens échouera. Passant à Brive, devant Verschuren à un peu plus d'1 minute, le courageux Bernardo Ruiz termine premier et consacre la renaissance du cyclisme routier espagnol. Le coureur Est-Sud-Est Bovin prend le maillot jaune. Erreur de chronométrage, mais ce n'est que partie remise. Brive, le champion de boxe Ray Sugar Robinson est fêté par les coureurs avant le départ de la 11e étape. Brive, Agen. Une étape qui aurait peut-être été de tout repos si Hugo Koblet, le beau routier suisse, ne s'était moqué des règles de l'attentisme et de la stratégie du peloton. À 40 km du départ, il a lâché ses concurrents. Le peloton ne le rejoindra plus. Roulant à près de 40 km de moyenne, Koblet accomplit harmonieusement une performance qui constitue un des exploits le plus sensationnels de tous les Tours de France. Agen, Koblet, seul contre tous, a réussi à distancer ses poursuivants au cours d'une fugue de 135 km. Quelques instants après son arrivée, toute trace d'effort a disparu de son visage et le merveilleux athlète suisse suscite l'étonnement de tous, y compris celui des autres coureurs. Si Koblet continue, mieux vaut changer de métier, a conclu Geminiani.
Cette 12e étape, Agen-Dax, aurait été une promenade sans histoire si, après le 50e kilomètre, 10 coureurs dont la place au classement général n'était pas fameuse ne s'étaient groupés pour mener à bien une offensive. Ont participé à cette fugue Van Est, Sommer, Marinelli, Muller, Labelli, Meunier, Capu, De Mulder, Worting et Morvan. Marinelli mène devant De Mulder. L'échappée se poursuit avec succès car le peloton indifférent et peut-être encore influencé par l'exploit accompli la veille par Hugo Koblet n'a pas réagi. Et le Hollandais Van Est, vainqueur avec beaucoup de brio en 1949 de Bordeaux-Paris, gagne l'étape avec 18 minutes d'avance sur le peloton. Confortable avance qui lui permet de revêtir le maillot jaune avec un plaisir non dissimulé et de recevoir les félicitations de Coppi. Quittant les rives de l'Adour, 92 coureurs jouent maintenant le premier acte pyrénéen du Tour. Levé de rideau, 120 km à parcourir avant l'Aubisque. Le train est soutenu. L'équipe de France enraye une attaque de Coppi. Pauvre maillot jaune qui sera bientôt victime d'une chute sensationnelle dans la descente de l'Aubisque. Passage du peloton à Oloron. Cependant, une douzaine d'hommes, dont Gemignani, Loredi, Bovin, Biagioni, ont réussi à fausser compagnie aux grands et à leur prendre 5 minutes d'avance. Le peloton, qui attaque les premières rampes de l'Aubisque, ne s'émeut pas encore. Les fugitifs portent leur avance à près d'un quart d'heure. C'est le petit Nancéen Gilbert Bovin qui mène, un régional inconnu à la veille du Tour et qui endossera le maillot jaune. À Micol, l'équipe de tête est réduite à 5. Bovin, Gemignani, Loredi, Biagioni, Van End. Les fugitifs bons grimpeurs montent l'Aubisque sans forcer à un train régulier. Gemignani conduit le peloton des échappés devant Van End. Derrière eux, Coppi mène, suivi de Bartali, Koblet et Ockers. Le peloton ne chasse pas et se contente de grignoter quelques minutes aux fugitifs. Les hommes de tête ne sont plus qu'à 2 km du sommet. À 1 km 500, c'est Bovin qui mène. Le jeune Nancéen grimpe bien. Mais au sommet, c'est Gemignani qui passe le premier.
Bovin, Loredi, Van End et Biaggioni. Derrière les vainqueurs de l'Aubisque, à 2 km du sommet, Bartali, dans une très bonne forme, se détache, après avoir placé successivement plusieurs démarrages secs. Après lui, voici Coblet et Coppi qui passeront au col de l'Aubisque avec 11 minutes 15 secondes de retard sur Gemme, suivis de Lazarides et Ockers. Plus tard, au col de Soulor, c'est Bartali et Coblet qui passeront ensemble avec 8 minutes de retard sur les hommes de tête. Jean Bidot surveille la fugue de ces deux tricolores, Geminiani et Loredi, qui restent toujours dans le quatuor de tête. La chasse est maintenant déclenchée. Coblet et Bartali foncent. Derrière eux, Magny part à la poursuite des leaders du peloton, emmenant avec lui Coppi, Ockers, Lucien Lazarides et Bernardo Ruiz. Mais le quatuor n'a pas épuisé ses réserves. Et dans les derniers 46 km, il ne concédera qu'1 minute 46 secondes à ses poursuivants. Au sprint, Geminiani gagne. Mais par suite d'une bousculade, il est déclassé au bénéfice de Biaggioni. Et cette fois, Bovin enfile pour de vrai le maillot jaune. Le maillot jaune qui se trouve immédiatement engagé dans le deuxième acte décisif de la grande bataille pyrénéenne, Tarbes-Bagnères de Luchon. Jusqu'à Barège, pas de réaction notable dans le peloton. Pourtant, le luxembourgeois Diedrich, qui avait pris le large dès le départ, s'est assuré une avance de près de 10 minutes. Il ne sera dépassé par Coppi et Coblet que sur les pentes de l'Aspin. Première rampe du Tourmalet. Le peloton, entraîné par Coblet, monte à vive allure. Première grande victime, Magny ne peut suivre le train. Revenons en tête. À moins de 3 km du Tourmalet, un peloton s'est détaché avec Coppi, les deux tricolores Geminiani et Lucien Lazarides et bien entendu Hugo Coblet. Victime d'une crevaison, Hugo Coblet a été lâché par Coppi, Geminiani et Lucien Lazarides. Au sommet du col du Tourmalet, de 1114 mètres, Diedrich a précédé de 3 minutes 43 secondes Coppi, qui s'est détaché dans les 1500 derniers mètres et a fait lâcher prise à Geminiani puis à Lucien Lazarides. Et maintenant, Coppi descend à toute allure sur Sainte-Marie de Campan. Derrière les leaders, Bartali, sûr de ses muscles et de sa volonté, ne passera au col qu'avec 50 secondes de retard sur Coppi. Ockers se suit à 27 secondes. Bobet, malade, peine, mais il ne monte pas mal et n'est qu'à 1 minute 37 secondes de Coppi. Bovin défend son maillot jaune, mais il a déjà perdu 4 minutes dans la montée. Coppi fonce vers l'Aspin.
Mais déployant un effort extraordinaire, Koblet comble son retard. Tandis que Bartali se maintient à 30 secondes de Coppi. À 6 km du sommet, dans la montée de l'Aspin, Koblet, qui avait 1 minute 25 secondes de retard sur Coppi, l'a rattrapé. Le duel helvéto-italien commence. On lutte pédale à pédale et les deux grands champions font assaut de courtoisie. Col de l'Aspin. Première manche à Coppi. Au sprint, il a distancé Koblet de 15 mètres. Bartali, lui, a toujours 50 secondes de retard sur Coppi. Montée de Persourdre. Coppi a encore été rattrapé par Koblet, mais le Suisse ne dépassera pas son grand rival. Au contraire, pour la troisième fois, Coppi, légèrement détaché, passe le premier la ligne qui marque le sommet du col. Il se prépare à mettre son casque pour la descente. Mais l'Italien est de nouveau rejoint par le Suisse. Bannière de Luchon. Sprint. Koblet l'emporte cette fois de 2 longueurs devant Coppi. Le grand champion suisse gagne la minute de modification concédée au vainqueur de l'étape et prendra le maillot jaune au jeune Bovin. Babet fatigué. Tour d'honneur. 15e étape. Dernier acte des Pyrénées, Luchon-Carcassonne. Trêve entre les leaders. La chaleur et la fatigue pèsent lourdement sur les coureurs. La course sera sans histoire, mais non sans de nombreux abandons, dont celui de Goldschmidt, malade. Bovin, après une crevaison, rattrape courageusement le peloton. Babet a cassé un frein. Incident sans gravité, mais le champion de France paraît mal en point et son moral est bas. Capu, attardé, serre les dents. Le portet d'aspect. 5 km de pente très rude qui éprouve les hommes, roulant roue dans roue. Koblet est prêt à défendre son maillot jaune. Un maillot jaune qui n'est pas menacé par la fugue de 16 coureurs de second plan, dont 5 jeunes Belges qui n'ont pas perdu leur esprit offensif. Cependant, c'est une partie spectaculaire et bien jouée. Déjà vainqueur à Limoges, Rossel, aidé par ses coéquipiers, gagne l'étape, avec 50 mètres d'avance sur ses compagnons d'échappée. Pas de changement important au classement général.
Carcassonne-Montpellier. Une chaleur accablante succédant sans transition à une température plus modérée fait de cette 16e étape l'étape de la fournaise. Le peloton traîne. À 30 km du départ, dans les lacets du col de Salle, 77 coureurs passent roue dans roue. Ils ont 40 minutes de retard sur l'horaire. On s'attarde. On se rafraîchit. C'est aussi l'étape de la flânerie. Pas pour l'équipe de France, ni pour Coblet qui a relevé le défi des tricolores. Pas d'avantage pour Marinelli et Labelli qui ont déclenché une fugue foudroyante où les coureurs roulent à plus de 50 à l'heure dans l'air brûlant. Mais voici que derrière les fugitifs se déroule le drame le plus émouvant du tour. Fausto Coppi, malade, ne peut plus suivre le train. Fausto Coppi ne réagit plus. Entouré de ses coéquipiers, Carrea en tête, Biaggioni en serre-file, le champion cède du terrain. Tandis qu'en tête, il reste 5 hommes, Coblet, Marinelli et les tricolores, Geminiani, Lucien Lazarides et Barbotin, décidés à poursuivre à fond leur offensive. Comme épuisé, Fausto se laisse glisser en queue du peloton. Mais à 45 km du but, entraînant dans son sillage Louison Bobet, Bartali, soucieux de sauver l'honneur de la squadra italienne, Bartali réagit avec une vigueur étonnante. Retour de grand style de toute l'équipe belge, à laquelle se sont joints Magny et Zaff. Mais rien à faire contre le peloton de tête, qui à la fin de cette échappée de plus de 100 km, augmentera encore son avance. Pauvre Coppi, qui frôle l'élimination malgré sa ténacité. À l'arrivée, c'est Coblet qui gagne le sprint, avec une aisance merveilleuse devant Marinelli, Geminiani et Lucien Lazarides, 2e et 3e du classement général. Tandis que Coblet fête sa 4e victoire d'étape. Que la foule entoure les coureurs. Fausto Coppi n'atteint Montpellier qu'avec 33 minutes de retard. Sportif, le champion italien n'abandonnera pas ses camarades. C'est à Montpellier que se situe la 2e et dernière journée de repos pour le Tour de France, qui a déjà parcouru 3111 km. Le lendemain, les coureurs disputent la 17e étape, Montpellier-Avignon, qui comporte l'escalade tant redoutée par tous du Mont Ventoux, le nouveau juge de paix provençal, de près de 2000 mètres d'altitude. Ce n'est qu'au pied de la côte que commence la bataille. Elle est déclenchée par le coureur Manolo Rodriguez, dont l'action éphémère a pour conséquence de scinder immédiatement le peloton. Dans le groupe de tête, 12 hommes, tous les as, Geminiani, Lucien Lazarides, Bobet, Loridi, Coblet, Bartali. À l'exception de Fausto Coppi, qui n'est pas encore complètement remis de son indisposition de l'avant-veille. Bernard Gauthier lui tient compagnie. En tête, Bartali mène, suivi du Belge Van End, de Lucien Lazarides et de Coblet. Mais Bovin, fatigué, connaît la défaillance. Rémy, Biaggioni, le bon coureur Bernardo Ruiz, eux aussi montent avec difficulté.
À mi-col, kilomètre 153, Gimignani suit Coblet, que précède Lucien Lazarides, l'homme de tête. On s'observe, mais on ne réussit pas à se fausser compagnie. Toujours dans le peloton de tête, Bartali suit le train avec aisance. Et revoici le trio des inséparables, Gimignani, Coblet, Lucien Lazarides. Lucien Lazarides, qui, 1 kilomètre avant le sommet, prendra le large, ne sera pas rejoint et passera le premier au sommet du col. Devant Bartali à 42 secondes. Gimignani et Barbotin à 43 et 45 secondes. Et Coblet à 55 secondes. La descente abrupte sur Carpentras permet le regroupement des leaders. Pendant cette rude bataille des hommes de tête, Coppi, toujours courageux, a tout de même perdu 7 nouvelles minutes sur les premiers. Le peloton de tête file maintenant vers Avignon à toute allure. Car à 12 km de l'arrivée, Louison Bobet s'est échappé. Tandis que Coblet, Lucien Lazarides, Bartali, Gimignani sont lancés à sa poursuite, Bobet passe le premier la ligne d'arrivée. Devant Barbotin à 50 secondes. Et à 56 secondes, Bartali, Gimignani, Coblet et Lucien Lazarides. Contre toute attente, l'escalade du Mont Ventoux n'a pas modifié le classement général des leaders du Tour. Le lendemain, après la rude montée de la montagne provençale, les coureurs ne sont pas d'humeur belliqueuse. Les 173 km du parcours Avignon-Marseille sont franchis à allure raisonnable. Et cette 18e étape n'est illustrée que par l'échappée à partir d'Aix-en-Provence de 10 coureurs, parmi lesquels Magny, Ockers, Buchonnet, Barbotin et Biaggioni. Et à Marseille, c'est Magny qui emportera le sprint devant Ockers. Un homme heureux, Lucien Lazarides, retrouve sa femme et sa petite fille. 19e étape. Prélude aux rudes difficultés alpestres, la grande montée de 208 km de Marseille à Gap. Après tant d'efforts déjà accomplis, et à l'approche des épreuves si redoutables qui restent à surmonter, les 73 coureurs restant en course ménagent leurs forces. Passage du peloton à Sisteron.
À 40 km de l'arrivée se dresse le col de Sagne. Un col de deuxième catégorie avec ses 1200 mètres d'altitude et qui ne déclenchera aucune bataille. Babet a des ennuis mécaniques, mais il rejoindra le peloton. Bartali, habile, réussit à passer le premier au sommet du col et bénéficie des 20 secondes de bonification. Descente dans la poussière. Et remonter vers le sommet du col de la Sentinelle. À Gap, c'est le Belge Bayens qui s'est détaché à 14 km du but qui passe le premier la ligne d'arrivée. Tandis que Bartali gagne le sprint devant le peloton. Coup d'éclat dans la 20e étape, l'étape capitale du Tour, l'étape des grands cols alpins. Fausto Coppi, qui depuis sa défaillance entre Carcassonne et Montpellier a 45 minutes de retard sur le maillot jaune, Fausto Coppi retrouve son fameux coup de pédale. Il a démarré à 50 km du départ dans la vallée de l'Ubaye et distance le peloton. Le peloton ou le maillot jaune ne juge pas utile de déclencher la chasse. Mais le coureur de l'équipe sud-est, Buchonnet, a rejoint Coppi. Tous deux attaquent les pentes du col de Vars, altitude 2111 mètres, avec 8 minutes d'avance sur le gros des coureurs. Décidé, le champion italien cherche la victoire sans forcer. Il monte en souplesse. Rien ne peut davantage stimuler Buchonnet que de se trouver dans le sillage de Coppi. Dans le peloton, ni Bartali, ni Gimignani, ni Lazaridès ne peuvent inquiéter le redoutable maillot jaune. C'est roue dans roue qu'on aborde les rampes du col de Vars. Avant le sommet, Fausto Coppi pousse davantage et il laissera Buchonnet derrière lui. Le champion italien est maintenant seul en tête. Au sommet du col de Vars, Coppi précède Coblet de plus de 8 minutes. Derrière lui, Buchonnet à 40 secondes.
Coppi fonce vers Guillestre et la vallée du Guil. Descente de Buchonnet. Coppi en pleine action. Mais après le col de Vars, Koblet est détaché. Il fonce à grande allure et regagne du terrain sur Coppi. Sur Coppi, qui n'a plus que 5 minutes d'avance sur le champion suisse. Derrière le maillot jaune, Geminiani, qui a été victime d'une crevaison, a perdu du temps. Il passera au sommet de l'Izoard avec près de 10 minutes de retard sur Coppi. Quant à Bartali, très en forme, il grimpe l'Izoard avec beaucoup de brio et grignotera même une quinzaine de secondes à Coppi. Coppi est toujours en tête dans les derniers lacets de l'Izoard. Il accélère l'allure car il craint d'être rejoint par Koblet. Koblet, dont la supériorité est évidente, commence à menacer sa position de leader. Il n'est plus qu'à 2 minutes du champion italien. Buchonnet, toujours second derrière Coppi, s'accroche, mais il s'attend à être rejoint. Pourtant, le sommet du col approche. Coppi maintient son allure. Il passe à nouveau premier à l'Izoard. Avec 2 minutes 12 secondes d'avance sur Buchonnet. Et 2 minutes 54 secondes sur Koblet. Descente vers Briançon de Buchonnet. Koblet, qui a crevé, perd 1 minute. Et Coppi, vainqueur du jour, franchit le premier la ligne d'arrivée à Briançon. Avec 3 minutes 43 secondes d'avance sur Buchonnet. Et 4 minutes 9 secondes sur Koblet, en qui chacun voit le vainqueur incontestable du tour. La suprématie indiscutée d'Hugo Koblet imprime à la 21e étape Briançon-Aix-les-Bains sa physionomie particulière. Les rivaux immédiats du maillot jaune perdent tout esprit offensif. Et ce sont les coureurs de second plan qui se livreront bataille. Au col du Lautaret, la prime Henri Desgranges, fondateur de l'épreuve, est gagnée par Siardis. Passage du peloton au barrage du Chambon. Bartali étudie son profil d'étape. Lafray, Robic dans les hommes de tête. À 51 km de Grenoble, sa ville natale, Bernard Gauthier se sauve, en compagnie de l'Italien Pezzi, tandis que le gros des coureurs se ravitaille.
À Grenoble, le peloton a 5 minutes de retard sur les fugitifs. Bernard Gauthier, suivi de Pezzi, attaque énergiquement les premières rampes du col de Porte. Cependant, Louison Bobet, fatigué, suit avec peine le train. Pezzi a lâché prise et Bernard Gauthier conserve son avance sur le peloton. À son tour, Bobet connaît la grande défaillance. Rémy, Apollazarides et Guéguen soutiennent son effort. Et Magny, qui n'est pas lui non plus en très bonne forme, est secouru par Francky. Dans le groupe des grands, Coblet, toujours merveilleusement à son aise, surveille en souriant ses concurrents qui restent bien sages. Gauthier, énergique, poursuit son effort. Il passe premier au col de Porte. Il fonce maintenant vers le col du Cucheron, mais il commence à se ressentir de la violence de son effort. Pourtant, il passera encore premier au sommet du col. Mais Dotto le suit à 55 secondes. C'est maintenant l'attaque du Granier. Dans le peloton, aucun changement à signaler. Sur les rampes du col, Robic et Goasmat se sont détachés. Mais le coureur Bernardo Ruiz rejoint Bernard Gauthier. Il le dépasse et part seul vers le sommet. Col du Granier, altitude 1164 mètres. Premier Bernardo Ruiz. Dotto et Cogan le suivent à 1 minute 21 secondes et 1 minute 36 secondes. Sur les rives du lac du Bourget, le courageux Bernardo Ruiz, qui a la classe internationale, accentue son avance. Robic, Cogan, Dotto et Gauthier sont obligés de lui concéder encore quelques secondes. Et c'est l'arrivée à Aix-les-Bains de Bernardo Ruiz qui remporte sa 2e victoire d'étape. Nouvelle et dernière étape contre la montre. Louison Bobet, fatigué, n'a pas voulu abandonner. 8 minutes après lui, Coppi s'élance sur le trajet Aix-Genève. C'est au tour du Belge Van End. Et de son compatriote de Mulder. Le parcours de 93 km est très sinueux et très dur. Le grand champion italien, qui se ressent encore des efforts accomplis dans l'étape Gap-Briançon, ne retrouve pas sa belle cadence. Il subira même une petite défaillance et ne terminera qu'à la 6e place, à 6 minutes 23 secondes de Coblet. Babet, souffrant, ne se faisait pas beaucoup d'illusions au départ. Il ne pourra se classer qu'au 18e rang de cette étape. Départ de Barbotin qui fera une très belle course et terminera 3e. Lucien Lazarides finira 9e. Gimignani conservera-t-il sa place d'honneur au classement général?
Bernardo Ruiz va foncer vers Genève. Devant lui, Gimignani qui souffre des reins pédale courageusement. Il terminera 13e, mais il restera 2e du classement général. Brillante révélation du Tour de France 1951, Bernardo Ruiz décevra quelque peu au cours de cette épreuve. À Aix, le splendide maillot jaune attend sans fièvre le moment de partir. Bartali, toujours égal à lui-même, se prépare à lutter magnifiquement. Derrière lui, Koblet effectue un démarrage à la fois vigoureux et souple. Un passage de Gimignani. Bartali déploie toute son énergie pour conserver son écart de 4 minutes sur le champion suisse. Mais le maillot jaune progresse irrésistiblement. Éblouissant d'aisance et de puissance, il se rapproche des coureurs partis avant lui. 35e kilomètre, il a déjà dépassé Gino Bartali, qui lui a pourtant opposé une résistance farouche et qui a tenté en vain de rester dans son sillage. Koblet rejoindra bientôt Bernardo Ruiz, parti 8 minutes avant lui. Autre épisode de cette épreuve, Lucien Lazarides, 3e du classement général, a crevé. Il sera dépassé par le Belge Ockers. Voici à Genève l'arrivée du Belge De Kock qui se classera 2e de cette course contre la montre à 4 minutes 50 secondes de Koblet. Après avoir dépassé Bartali et Ruiz, l'extraordinaire Hugo Koblet a rejoint Gimignani, parti 12 minutes avant lui, et s'assure une victoire écrasante. Victoire qu'on ne saurait dire acquise à la sueur de son front, tant sa forme est stupéfiante. Gino Bartali est 7e au classement de l'étape. Après cette 22e étape aux péripéties si émouvantes, les 66 rescapés du Tour quittent Genève pour gagner Paris. Avant-dernière étape, Genève-Dijon. Le col de la Faucille est monté au train. Aucun coureur ne peut menacer le maillot jaune, qui possède 22 minutes d'avance sur Gimignani, 2e du classement général, et 25 minutes sur Lazarides, 3e. Pourtant, 9 hommes, dont Zaf, sympathique lanterne rouge du Tour, se sont échappés grâce à une attaque du jeune Mirando. À Dijon, c'est le Belge De Rischke qui l'emportera au sprint devant Tesser, Deleda, Rossel, Zaf, Mayen, Mirando et Brambilla. Coppi retrouve le sourire. Et Koblet, aimable et courtois, reste pareil à lui-même. De Rischke est heureux. Délicate attention, le chanoine Kir, maire de Dijon, remet un souvenir au brillant maillot jaune. Dijon, dernière escale avant Paris. Koblet, 6 fois vainqueur d'étape, ne décevra pas ses admirateurs et ses admiratrices.
Nulle trace d'effort sur ce corps vigoureux, aux lignes élégantes, que soigne son masseur dévoué. Qui se cache derrière ce magazine sportif? Le malicieux Hawkers. Pour la foule parisienne, on fignole sa toilette. Encore un petit casse-croûte entre camarades du Tour. Le peloton roule sans hâte. Cette dernière étape ne sera plus qu'une longue promenade. Le Tour de France 1951 s'achève. Ce tour, si riche en épisodes d'une belle qualité sportive et qui s'est déroulé sous le signe de la combativité, ce tour enfin qui consacre la renommée et la supériorité d'un coureur ardent et loyal qui ne doit sa victoire qu'à son énergie et à son intelligence, mise au service d'une force physique exceptionnelle. Paris approche. L'Italien Magny et Doleda de l'équipe Est-Sud-Est s'enfuient vers la capitale. Ils ne seront pas rejoints et seront les premiers à pénétrer sur la piste du Parc des Princes où une foule enthousiaste attend les coureurs du Tour. Dernier sprint, Doleda vainqueur de la dernière étape. Mais le peloton pénètre à son tour au parc. Le beau vainqueur du Tour est coquet.